Aujourd'hui d'accueillir un ami proche du SIEJ, puisque Frédéric Géat est non seulement chercheur associé formellement depuis maintenant 2 ans, je crois. Oui, presque. Quasiment. Ouais. Mais nous connaît bien et nous a fait le plaisir souvent d'inviter certains de nos membres ou certaines de nos membres à l'université de Nancy, et plus précisément à l'université de Lorraine, je crois, si on doit la désigner de son nom officiel, où donc Frédéric Géat est professeur principalement en droit du travail, mais depuis le tout début de ses recherches, la théorie du droit fait partie de ses pratiques, de ses marottes, de ses passions, oserais-je. Je me souviens encore d'avoir vu ta thèse, Frédéric, dans le bureau de Michel van de Kerkhove, qui se prenait la tête, j'allais dire s'arracher les cheveux, ça n'aurait pas été adéquat, en disant c'est passionnant, mais c'est tellement long. Puisque c'est vrai que c'était une fameuse somme déjà. Un peu. Il l'avait beaucoup apprécié, tout comme nous apprécions toujours tes interventions. Merci beaucoup de nous rejoindre, toujours dans la suite de notre cycle consacré à la vérité, pour une intervention au titre alléchant, mais un peu mystérieux, disons-le, Vérité et connaissance en droit. Voilà qui va probablement faire écho à l'intervention que nous avions entendue il y a 2 semaines, et très certainement à celles qui suivront. Frédéric, la parole est à toi. Merci beaucoup Diane, et je suis très heureux d'intervenir dans le cadre de ce séminaire auquel je suis très attaché. Je vais rentrer très rapidement dans le vif du sujet, ce sujet que j'ai intitulé Vérité et connaissance en droit, en partant de ce qu'est la thématique de ce cycle de séminaires. Alors, vérité et droit, le simple rapprochement de ces mots se révèle pour celles et ceux qui s'intéressent au droit, même de loin, puissamment évocateur. Et d'emblée, un imaginaire s'éveille, un imaginaire aux accents dystopiques. Je songe en particulier à cette vérité qui se dérobe sous les yeux et autour de Joseph K. dans le procès de Kafka, à mesure que l'accusation improbable et innommée se transforme par une mécanique bureaucratique aveugle en condamnation implacable. La fameuse parabole de la loi que le prêtre raconte à Joseph K. met à sa manière en scène l'oubli, pire, le déni de la vérité, avec l'histoire de cet homme qui demande la permission d'entrer dans la loi, avec une majuscule, à la sentinelle qui est postée devant elle et se voit répondre « c'est possible, mais pas maintenant ». Dissuadé d'une telle quête, son ultime interrogation, au seuil de la mort, se fracassera contre un hurlement par lequel le garde lui signifie que cette entrée n'était faite que pour lui, avant de partir et fermer la porte. À ce récit, qui dresse le miroir du tourbillon dans lequel il se trouve pris, Joseph K. réagit en opposant que l'on ne peut pas croire tout ce que dit le gardien, ce à quoi le prêtre rétorque qu'il suffit qu'on le tienne pour nécessaire, à l'instar de la loi, avec un grand L toujours. Et la discussion s'achève par le constat résigné de Joseph K. Le mensonge devient l'ordre du monde. Alors voilà une manière passablement tragique d'introduire le sujet, j'en conviens. Vérité et droit, vérité et justice, ces questions préoccupent depuis longtemps les juristes, y compris les professionnels du droit. Ce n'est pas un hasard si la Cour de cassation française avait choisi en 2004 le thème « La vérité » comme au titre de son rapport annuel. Et dans l'avant-propos de ce rapport, Yves Chartier affirmait que sans la recherche de la vérité, il n'est pas de justice, et que le lien entre la vérité et la justice apparaît aussi ancien que le droit existe. Puis il soulignait les difficultés que soulève la question de la vérité en droit, celle de l'existence d'une vérité juridique, de la place faite à la vérité dans l'application du droit, de la position du juge à l'égard de la vérité, de la confrontation de la vérité à d'autres valeurs, des liens entre vérité juridique et vérité scientifique, en mettant finalement en garde contre la tentation de taire la complexité nourrie par ces différentes déclinaisons et les tensions multiples qui se jouent entre elles. Alors ces questions-là sont celles que l'on retrouve dans les travaux qui ont été consacrés ces dernières décennies au rapport entre droit et vérité. Je fais notamment référence aux Journées canadiennes de l'association Henri Capitan, 1987, qui était conclu par un rapport tout en nuances de Gérard Cornu, qui se gardait bien de définir la vérité au demeurant.
Et plus récemment, je songe aux actes d'une journée d'études organisée en 2020 à l'Université de Nanterre qui aspirait à saisir le renouveau dont ce sujet fait aujourd'hui l'objet en perspective interculturelle ou en considération des développements technologiques ainsi que des réseaux d'information. Faut-il y voir un consensus quant à l'idée que la vérité aurait un rôle à jouer dans le droit, en dépit des fictions ou du monde que celui-ci institue? La théorie du droit comme système social de Niklas Luhmann, qui s'inscrit dans une perspective de déconstructivisme ou de constructivisme plutôt radical, fera démentir, je crois, cette vision optimiste, puisque cette approche rend, me semble-t-il, sans objet toute prétention de reconnaître une vérité du ou dans le droit. Retour à Kafka, pas forcément, en tout état de cause, cette conception procède d'un point de vue externe, pur, sur le droit, et ne prétend pas rendre compte de la représentation interne que les juristes se font de la place de la vérité dans le droit. Passons, d'autant que le sujet que je souhaite aborder avec vous est celui de la vérité non pas dans le droit, mais dans la connaissance du droit. Il invite donc à se décentrer. Alors, parler dans ces conditions de la connaissance en droit conduit à introduire en marge de droit et vérité un second binôme, droit et connaissance, en l'appréhendant exclusivement à travers le prisme de la connaissance du ou sur le droit. L'optique se veut donc épistémologique et se focalise sur la connaissance juridique. Le questionnement de la sorte se déplace puisque ce sont les rapports entre vérité et connaissance qui se trouvent alors envisagés dans ce champ précis, celui du droit, celui des sciences juridiques. À coup sûr, la problématique du droit et de la vérité ne s'identifie pas à celle de la connaissance juridique et de la vérité, sauf à renier l'existence même d'une telle connaissance. Je me garderai bien cependant d'instaurer entre ces binômes des cloisons étanches, dans la mesure où la dichotomie souvent invoquée entre discours du droit et discours sur le droit mérite à mon sens non pas d'être écartée, mais quelque peu relativisée. Pourquoi ? Parce que ces discours sont en interaction constante, parce qu'ils entretiennent des relations dialogiques. Il n'empêche, la connaissance en droit peut elle-même constituer un objet de connaissance et se trouve a priori en prise avec la question de la vérité. Les rapports à penser s'ancrent alors sur un terrain de réflexion foisonnant sous l'égide d'un troisième binôme, connaissance et vérité. Pour riche qu'il soit, ce questionnement-là n'a, relevant-le, guère été nourri, dans la littérature qui lui est dédiée, par des considérations liées à la connaissance juridique proprement dite. Serait-ce là le signe de la déconsidération de celle-ci? Je serais plutôt enclin à expliquer cette absence par la difficulté à appréhender de l'extérieur du droit la connaissance juridique en tant que telle. Cette dernière apparaîtra, à tort ou à raison, plus insaisissable que le droit lui-même. Son hétérogénéité la rend d'autant plus malaisée à cerner pour qui la scrute d'un peu trop loin. Là réside une difficulté, en même temps que l'un des intérêts du sujet. Alors ces considérations invitent à poser la question de la place de la vérité dans la connaissance juridique, et c'est alors, je crois, que l'on pourra utilement et opportunément se demander quels sont les défis de la vérité en la matière. Ces défis procèdent-ils de dangers ou dérives mettant à l'épreuve l'idée de vérité dans notre monde? Ont-ils des ressorts plus singuliers? L'hypothèse de la post-vérité est-elle susceptible de faire sens ici? Je commence donc par la question de la place de la vérité dans la connaissance juridique. Toute tentative de réflexion sur la vérité dans la connaissance juridique requiert au préalable d'identifier le rôle que l'idée de vérité est de nature à endosser en la matière. Or, nous l'avons dit, la connaissance juridique se révèle, à l'instar de la recherche en et ou sur le droit, plurielle, autant que les perspectives épistémologiques et méthodologiques dont elle procède. À occulter cette pluralité, on s'exposerait à émettre des hypothèses qui peut-être présenteraient une pertinence pour telle ou telle forme de cette connaissance, mais en serait dépourvu pour les autres. Il nous faut donc partir de là, de quoi est faite la connaissance juridique. Alors, sans chercher à dresser une nouvelle cartographie des lieux, je me borderai à rappeler que cette connaissance se prête à des critères de différenciation, suivant les postures épistémologiques, les méthodes mises en œuvre et les objets étudiés, que si elle fait la part belle
à ce qu'Antoine Jameau appelle l'activité dogmatico-doctrinale. Elle est également constituée, pour s'en tenir aux appellations les plus usuelles, et nous sommes là dans un des temples du premier sujet que j'évoque, la théorie et la philosophie du droit, bien entendu, et il faut ajouter à cela d'autres ramifications que sont l'histoire du droit, que sont le droit comparé, que sont l'anthropologie du droit et tant d'autres matières encore. Chacune d'elles ouvre sur une diversité de perspectives et courants, mais ces approches peuvent également se conjuguer, s'entremêler, s'enchevêtrer. La panoplie des savoirs juridiques déjoue la prétention d'envisager de manière unitaire le rapport que la connaissance en droit entretient avec la vérité. Des rapprochements sont-ils cependant concevables en fonction du rôle que s'y voit réserver l'idée de vérité ? Cela me conduit à m'interroger précisément sur ces déclinaisons de la vérité. Si la connaissance juridique présente un caractère pluriel, il en va de même des conceptions de l'idée de vérité, et ce, que l'on s'intéresse au droit ou à la connaissance qui s'y rapporte. De quelle conception de la vérité parle-t-on en effet ? D'ailleurs, par quel bout prendre la question ? Pour tenter un premier pas, on peut déjà se demander si l'on repère, dans tel ou tel secteur de la connaissance en droit, le jeu de l'une ou l'autre de ces acceptions auxquelles correspondent, pour reprendre les terminologies utilisées par Pascal Angèle, la thèse de la vérité-cohérence d'une part et celle de la vérité-correspondance d'autre part. La première, la thèse de la vérité-cohérence, constitue, on le sait, un héritage de la philosophie rationaliste ou moderne. Elle trouve en particulier son expression dans les écrits de Descartes, lequel, distinguant le vrai du vraisemblable, assimilait le second au faux, au motif qu'il laisse place au doute. Vérité et certitude devaient aller de pair dans une perspective propre au sujet doté de raison. Perspective que je qualifierais volontiers de subjective. C'est qu'en effet, cette conception, comme l'observe Jean-Marc Ferry, érige le jeu, JE, en fondement tant de la vérité que de la réalité. La vérité y apparaît autofondée, elle est, selon la formule de Spinoza, sa propre norme. C'est par la force de l'évidence, ou disons par l'effet conjugué des sentiments de clarté et de cohérence, qu'elle s'impose, puis advient. Ceci conformément à l'un des préceptes de la méthode cartésienne, les choses que nous concevons fort clairement et fort distinctement sont toutes vraies. La thèse de la vérité-correspondance prend, on le sait, le contre-pied de cette conception. Les réflexions développées par Wittgenstein dans Tractatus Logico-Philosophicus permettent d'en saisir les contours en même temps que de mesurer cet écart. Une proposition, explique-t-il, ne fait rien connaître de ce qu'il y a de vrai ou de faux. C'est la réalité qui fait que la proposition, lorsqu'elle y est comparée, se révèle vraie. Le fondement se déplace alors, en passant, pour ainsi dire, du sujet à l'objet. Je cite Wittgenstein, « Si, du fait qu'une proposition nous est évidente, il ne s'ensuit pas qu'elle soit vraie, cette évidence ne constitue pas de justification pour notre croyance en sa vérité. » La vérité réside donc ici exclusivement dans la correspondance de la proposition à la réalité, et l'absence d'accord ou d'adéquation, comme l'impossibilité d'une vérification empirique, rend la proposition fausse et même dépourvue de sens. Cette approche procède de la sorte d'une vision qui est assez proche de celle qui inspira la conception positiviste de la science, celle qu'incarna le Cercle de Vienne. Alors, quelle place respective dans la connaissance juridique pour ces deux thèses ? Sans nul doute, répondront certains, ces deux thèses trouvent un ancrage dans la connaissance juridique, à plus forte raison parce que celle-ci s'appuie sur une réalité. C'est l'argument que l'on pourrait avancer dans un premier temps. Seulement, de quelle réalité parle-t-on ? Lorsque l'optique se veut doctrinale ou comparatiste, par exemple, c'est avant tout d'une réalité non pas empirique, mais normative qu'il s'agit, bien qu'elle puisse se nourrir et s'enrichir d'autres considérations. Que nombre de chercheurs en droit prétendent, sinon faire œuvre descriptive, en tout cas adopter une visée descriptive, n'enlève rien à la possible objection que certains pourraient exprimer quant à la nature que l'on prête aux normes juridiques. Identifier à des contenus,
à des significations ne se présentent-elles pas comme des entités abstraites? Cette objection, qui prendrait l'appui sur une certaine conception de la norme juridique, ne serait toutefois pas décisive, à mon avis, dans la mesure où les éléments de la réalité, entre guillemets, juridique prise en référence dans ces écrits s'identifient à des textes ou à des décisions, c'est-à-dire à des énoncés linguistiques en soi constatables, et auxquels l'interprétation va assigner un contenu normatif. Si l'on admet cette vue, qui procède de la distinction du texte et de la norme, la thèse de la vérité-correspondance ne se heurte pas nécessairement à une impossibilité, mais la difficulté ne disparaît pas pour autant, elle est simplement contournée, j'y reviendrai. Le problème me semble se poser dans les mêmes termes pour les approches de droit comparé ou d'histoire du droit, par exemple. En revanche, il s'intensifie lorsque les réflexions proposées se situent dans l'ordre des idées, sans qu'une méthodologie ne leur permette d'établir une correspondance vérifiable avec une réalité. Une partie, mais une partie seulement, des travaux de théorie du droit peuvent être concernés. Les réflexions relevant de la philosophie du droit, pour peu que l'on admette cette distinction, le seront de manière plus sensible encore. Je veux dire par là que des corrélations avec des discours du droit sont susceptibles de fonder des travaux théoriques portant par exemple sur l'interprétation, sur l'argumentation juridique, mais que d'autres travaux pourront peut-être plus difficilement s'appuyer sur de telles correspondances. Quid cependant de la thèse de la vérité-cohérence? Cette conception-là peut ouvrir sur une graduation en fonction du rôle que l'évidence s'y voit réservé. Le champ doctrinal, à mon avis, donne à voir cette diversité. Sans doute la grande majorité des écrits s'y rapportant, peut-être pas tous, procèdent d'une exigence de scientificité en alliant exigence, rigueur et souci de justification. Cela n'empêche pas de repérer, ici ou là, une exacerbation du sujet-auteur, quelquefois prompt à autofonder ses propos ou à avancer sur le mode de l'évidence sans nécessairement se donner les moyens de convaincre. Quelle que soit l'optique privilégiée, doctrinale ou non, cette conception de la vérité-cohérence semble également, au moins en première approximation, se concrétiser lorsqu'un auteur s'attache à déployer une conception doctrinale, théorique, une conception élaborée, aux allures de système et dont l'intérêt, voire la force, tiennent précisément à la cohérence de l'ensemble. La vérité-cohérence, envisagée du point de vue de l'auteur, suffit-elle à rendre vraie son analyse, sa construction, les idées qu'il ou elle promeut, en particulier au sein de la communauté savante? Cette double série de considérations au sujet de la vérité-correspondance et de la vérité-cohérence dans le droit nous ramène au fond au problème que William James, l'un des fondateurs du pragmatisme, avait cherché à élucider à propos de l'idée de vérité. La question qu'il posait conduisait à inverser ces termes. Qu'est-ce que la vérité d'une idée? Que peut signifier sa correspondance avec la réalité? La vérité d'une idée, estimait-il, n'est pas quelque chose d'inerte, une propriété qu'elle possède une fois pour toutes. La vérité survient à une idée. L'idée devient vraie, elle est rendue vraie par les événements. La vérité est en fait un événement, un processus, le processus par lequel elle se vérifie, sa vérification. Il y a là une transcendance de l'objet par rapport au sujet qui conduit à éprouver la vérité d'une idée au regard de ce qu'elle engendre, du sentiment de satisfaction qu'elle procure et qui l'amène à se fixer dans la réalité. C'est que pour William James, la vérité est le nom que nous donnons à tout ce qui se révèle avantageux au regard de nos croyances pour des raisons définies et assignables. La vérité emprunte-t-elle ce chemin dans la connaissance en droit? Ce qu'il me semble, c'est qu'en tout cas cette approche augure d'une conception alternative, une troisième donc, de la vérité qui pourrait, quant à elle, se révéler véritablement pertinente en ce domaine. C'est ce que j'appellerais la conception intersubjective de la vérité. Cette conception-là est celle qui, prenant acte de la pluralité des rationalités, se situant dans une perspective communicationnelle, sans cependant céder à une position sceptique, s'attache à frayer une voie entre une conception relativiste et une conception absolutiste. Le point névralgique de la discussion est de savoir, ainsi que l'explique Jean-Marc Ferry, ce que nous présupposons
nécessairement à chaque fois que nous affirmons quelque chose qui est ou qui doit être, ou que l'on éprouve par rapport à ce qui est ou doit être. Ce propos entre en résonance avec celui de William James. Il s'agit alors de renoncer à l'idée que la vérité est une essence, au motif que la rationalité et la connaissance n'en auraient pas, comme le soutient par exemple Richard Rorty. La disposition d'esprit visant à faire de la recherche de la vérité une fin en soi se rattache à ce que le philosophe américain désignait comme un désir d'objectivité qui place les êtres et les choses en relation immédiate avec une réalité non humaine. Alors, située dans la perspective de la philosophie de la communication, la vérité, à l'instar de la raison elle-même, ne peut qu'être communicationnelle. C'est ce qu'exprime de son côté Davidson lorsqu'il affirme que la vérité ne peut être comprise que comme partagée et impersonnelle. Voilà, me semble-t-il, une acception, une facette de la vérité susceptible d'être éclairante dans le champ de la connaissance du droit, susceptible d'éclairer certains de ces éléments constitutifs. Je songe là tout particulièrement au rôle des dogmes, des mythes, mais aussi des représentations internes qui opèrent dans un espace, un temps et une culture donnée au sein de la communauté des juristes. Sans doute peuvent-elles être perçues, pour celles et ceux qui y adhèrent ou y croient, comme des vérités partagées et impersonnelles, qu'il s'agisse de la conception de la loi, des sources du droit, de l'interprétation juridique, de la règle juridique, du contrat, de la propriété de l'entreprise, etc. Chaque chemin faisant, ce sont des modèles, des paradigmes qui peuvent être identifiés à ce titre, en tout cas des modèles dominants, dès lors que l'on parle de vérité partagée. Cette nuance n'est pas anodine, car elle dévoile une première limite, à mon sens. Est-on bien certain qu'à un moment donné, le cas échéant au sein d'une communauté savante déterminée, un seul modèle, un seul paradigme existe ou même domine? C'était là, on le sait, un point de désaccord entre Thomas Samuel Kuhn et Karl Popper, le second, reprochant au premier de voir de l'unicité en matière de paradigme, là où règne toujours une pluralité de modèles concurrents. Et je souscris volontiers à cette réserve s'agissant de la connaissance juridique. Il n'y a probablement jamais eu, sur les différents sujets que j'évoquais, un modèle partagé par l'ensemble des juristes ou sachants en droit à la manière d'une croyance commune. Un modèle dominant ne doit pas occulter l'existence de modèles alternatifs en ce domaine comme en d'autres. Mais ce n'est pas tout. Parler de vérité partagée fait surgir la lancinante question de la frontière séparant connaissance et croyance, ou plutôt de sa porosité. Cette question est omniprésente dans les réflexions contemporaines sur la vérité. Les raisons consistant dans le champ de la connaissance à privilégier un modèle sont-elles de nature différente de celles qui fondent une croyance? Certaines représentations dans le domaine du droit et de sa croyance ne procèdent-elles pas aussi d'une forme de croyance? Mais l'on pourrait alors se demander, comme le fit l'historien Paul Venn, à propos des Grecs, si les juristes, notamment la doctrine classique, fin du XIXe siècle, début du XXe siècle, par exemple, ont vraiment cru à leur mythe. J'aurais tendance à penser que l'adhésion à un certain modèle, pour les sources du droit, pour l'interprétation, les deux étant liés dans l'esprit des juristes classiques de l'époque que je mentionnais, procédait de motifs divers, y compris d'ordre idéologique et prescriptif. Si l'on laisse de côté à présent les ressorts de ces vérités partagées, cette conception intersubjective de la vérité me paraît bien faire sens s'agissant de la doctrine juridique envisagée comme communauté ou comme fonction. Une manière de concevoir l'entité doctrinale ainsi que son modus operandi consiste à la voir comme un conglomérat susceptible de transcender les analyses individuelles, du moins lorsqu'une tendance se dessine à propos de l'interprétation d'un texte, d'un arrêt. Des échanges qui interviennent dans l'espace doctrinal émanent des limites potentielles en matière d'interprétation. Cette conception intersubjective de la vérité n'est cependant pas seulement féconde au plan théorique, elle me semble également utile. Alors, à quel titre? Justement pour situer la place ou la part de la vérité dans le jeu doctrinal, en particulier s'agissant de l'interprétation. Ces rapports entre interprétation et vérité ont donné lieu à d'abondantes réflexions dans le champ de la philosophie, jusqu'à les relier parfois
à l'instar de la conception vériconditionnelle de la signification de Donald Davidson, impliquant d'extraire la signification à partir des conditions de la vérité. Ce lien se retrouve également chez Paul Ricoeur, lorsqu'il affirme dans Temps et Récits, à propos de la question de la tradition en perspective gadamérienne, « Toute proposition de sens est en même temps une prétention à la vérité ». À la prendre au mot, cette considération invite à s'interroger sur sa résonance au sujet de l'activité doctrinale. Peut-on dire que toute proposition interprétative émanant d'un auteur constitue une prétention à la vérité ? Sous réserve que certaines conditions soient réunies, et si l'on se réfère, fût-ce au prix d'une fiction, à ce que Umberto Eco appelait l'intentio operis, il est possible, ou moins envisageable, de répondre par l'affirmative. Cette idée est compatible avec certaines théories contemporaines de l'interprétation juridique. Je pense notamment à celle de Ronald Dworkin, bien sûr, et à l'idée de meilleure réponse. De là à en inférer que la dite proposition interprétative constitue en elle-même une vérité, il y a un pas qui me semble en revanche infranchissable. Parce que les actes interprétatifs, comme le souligne Riccardo Gastini, sont des actes de langage, des actes constitutifs qui ne relèvent pas d'une logique de vérité. L'identification d'une interprétation à une vérité ne serait du reste théoriquement envisageable qu'en s'en remettant à une conception radicale et subjective, voire individualiste, de la vérité, cohérence. Là où la conception intersubjective de la vérité se révèle utile, c'est qu'elle permet de prendre conscience de ce que la fonction qui échoit à la doctrine suppose que celle-ci incarne un espace d'échange à la fois argumenté et savant, d'où peuvent se dégager des propositions susceptibles d'être partagées. Sur ce registre-là, c'est en tout cas, du point de vue, à l'aune de cette conception, que l'idée de vérité dans la connaissance du droit est susceptible de correspondre, pour ainsi dire, à une réalité tangible, susceptible, par interaction, d'influencer la fabrique du droit, notamment la strate jurisprudentielle. Peut-être, d'ailleurs, peut-on y voir une conception non seulement intersubjective, mais dialogique de la vérité, conception qui conduit des philosophes à avancer, à l'instar de Colas Duflo, que le dialogue constitue, je cite, un mode privilégié de recherche de la vérité. Aux yeux de Francis Jacques, le maintien, voire le salut de la notion classique d'objectivité passe par le rapport intersubjectif, parce que l'objectivité est engendrée par lui. Et il en va de même à ses yeux pour la vérité, car pour l'auteur des dialogiques, je cite, « La vérité ne peut s'installer dans la tête d'un seul homme, elle naît entre les hommes qui la cherchent ensemble. » À s'interroger ainsi sur la place de la vérité dans la connaissance du droit, l'on ne cesse de voir surgir des ombres, doublées de figures quelquefois idéales, ainsi que des conditions de possibilité dont le défaut rejaillit immédiatement sur la pertinence du concept, donc sur la part qui lui revient. Irrémédiablement, c'est au problème des défis de la vérité que l'on se trouve confronté. J'y viens donc. Et je débuterai mon propos à ce titre par une clé de lecture. Au risque de prendre le contre-pied des conventions, je vais exprimer ce qui apparaîtra en filigrane de mon propos. Les défis que pose la vérité dans la connaissance juridique sont, à mon avis, intimement liés au rapport dialogique, mais on pourrait également parler d'ancrage, que les discours savants en matière juridique entretiennent avec la théorie et la philosophie du droit. Ainsi, réciprocité oblige qu'à la capacité de la théorie et de la philosophie du droit à inspirer, guider, fonder les différentes formes de connaissances juridiques en se logeant dans leur profondeur discursive. Ce n'est pas dans mon esprit poser un postulat que d'engager le propos par cette considération, j'entends simplement dévoiler d'entrée de jeu la clé de lecture de ces réflexions visant à identifier les périls de la vérité dans la connaissance du droit, y compris, le cas échéant, se lier à l'hypothèse de la post-vérité. Alors j'en viens à ces périls de la vérité, et dans la connaissance juridique, l'idée de vérité semble s'incarner, on l'a vu, au travers de multiples visages qui, en fonction de ces manifestations ou traductions, incarnent autant de points d'ancrage pour notre propos.
Considérer le chercheur, le savant, le penseur comme devant être mu par la recherche sans illusion de la vérité, jusqu'à les concevoir comme des militants de la vérité, constituerait-il, en droit comme ailleurs, le legs de schémas d'analyse dépassés? Ces vues ne procéderaient-elles que de mirages hérités d'un monde qui ne serait plus? L'idée de vérité a, c'est le moins qu'on puisse dire, été vigoureusement discutée en philosophie, et ces débats ne sont pas indifférents lorsque l'on tente de l'appréhender à propos de la connaissance juridique. Cette idée a été, je le rappelle, contestée, ébranlée sur plusieurs fronts, au motif qu'elle était, comme le suggérait Michel Foucault, le langage du pouvoir. La vérité, langage du pouvoir. Critique évocatrice pour les juristes, puisque certains segments du droit peuvent se présenter comme le langage du pouvoir légitime. Une autre attaque, simultanément portée à l'encontre de l'idée de réalité, donc du réalisme et de vérité, y verra un concept inopérant ou dépourvu de sens. Un troisième type de contestation procède d'une indistinguabilité entre croyance et vérité, mais aussi entre justification et vérité. C'est la thèse portée par William James et Richard Rorty, et dont il résulterait que le problème serait de justifier nos énoncés et non de les rendre vrais. Enfin, quatrième attaque, la valeur ou les vertus de la vérité devraient céder devant d'autres valeurs, la solidarité, la tolérance, la liberté, etc. Les critiques apparaissent plus ou moins radicales et ouvrent sur des positions graduées, allant d'une conception minimaliste de la vérité à la mise au banc du concept réduit à un mot creux. Sur fond, le cas échéant, de scepticisme, de relativisme, de nihilisme, ou ce qui est très différent de simple méfiance. Chacune de ces critiques trouve une résonance, parfois même singulière, dans le champ divers de la connaissance juridique. Mais je serais tenté d'ajouter qu'en ce domaine, le déni de la vérité et de l'objectivité paraît de nature à heurter par-delà l'idée de vérité, l'idée même de droit, son caractère référentiel, et comme le dirait François Host, son aptitude à officier comme instance tierce, à plus forte raison si l'on admet la relativité de la frontière entre les discours du et sur le droit. Renoncer à l'idée de vérité reviendrait, me semble-t-il, tout à la fois à remettre en cause cette idée de droit et à abandonner la possibilité d'une connaissance juridique. Sauf à souscrire à un constructivisme radical de la connaissance, ne convient-il pas de reconnaître que vérité et connaissance sont destins liés? Prétendre qu'une proposition est vraie, ou revendiquer la vérité d'une proposition, au regard, le cas échéant, d'autres énoncés déjà tenus pour vrais, dépasse l'horizon de sa justification. La vérité, comme l'observe Jürgen Habermas, est même destinée à transcender quelque contexte de justification que ce soit. En droit comme ailleurs, une proposition fausse, lorsqu'elle est considérée comme justifiée ou rationnellement acceptable, ne devient pas vraie pour autant. Cela veut dire que la quête de vérité n'est pas réductible au souci de justifier, d'argumenter. En tant que prétention, elle requiert d'accepter le principe de cette quête, sans pouvoir y accéder par elle-même, ou encore moins de façon définitive. Et c'est, me semble-t-il, le propre de la démarche scientifique au prisme de l'épistémologie contemporaine. Dès lors que l'on s'affranchit de la représentation fausse d'une science comprise comme lieu des certitudes, celle-ci ne saurait être identifiée à un ensemble de vérités immuables. Si la science est conçue comme dynamique et non statique, la vérité ne saurait s'incarner dans des dogmes. Elle procède d'une quête incessante. Ce qui fait l'homme ou la femme de science, comme le soulignait Karl Popper, ce n'est pas la possession de connaissances, d'irréfutables vérités, mais la quête obstinée et audacieusement critique de la vérité. Concevant la science comme une quête de vérité et non une quête de certitude, le philosophe autrichien privilégiait la méthode critique, dite d'essais et d'erreurs, procédant par conjectures et réfutations au moyen de tests et d'expériences. Cette méthode m'apparaît pour cette raison non transposable à la connaissance juridique, mais le propos sur la quête de vérité l'est, quant à lui, fondamentalement. Ainsi, les périls de la vérité dans la connaissance en droit, ou les écueils de la connaissance juridique à l'aune de l'idée de vérité, s'éclairent-ils?
Ces périls ou écueils, quels sont-ils donc? Deux premiers écueils me paraissent dans cette optique pouvoir être mis en exergue, sachant qu'ils peuvent être liés. La tentation dogmatique et la tentation rhétorique. La tentation dogmatique, qui ne se repère pas uniquement sur le registre doctrinal ou dogmatico-doctrinal, désigne dans mon propos les affirmations péremptoires, les vérités assénées à la manière des oracles. Ce mode d'expression, aussi irritant soit-il, a toujours eu ses auteurs. Je crois, il les a aujourd'hui comme hier. Ce mode d'expression se caractérise par son assise, qui est celle de l'autorité, avec pour le coup la prétention de la certitude. Non seulement le propos se veut irréfutable, mais il n'est pas corroboré et ne saurait même l'être. Sans doute est-ce là une dérive procédant d'une conception subjective de la vérité, et en l'occurrence de la thèse de la vérité cohérence qui s'apparente à un passage en force incompatible avec une conception intersubjective, a fortiori dialogique, de la vérité. La tentation rhétorique, au sens péjoratif du terme, apparaît quant à elle plus subtile. Ce qui la caractérise, c'est le contournement des obstacles ou objections à dissimulation et, dans sa version extrême, le simulacre. Peut-être s'adossera-t-elle parfois de façon délibérée à une position relativiste, nihiliste, voire cynique sur l'idée de vérité, mais peu importe. La démarche qu'elle traduit ne s'inscrit en tout cas nullement dans une quête de vérité de la connaissance. De cela, je crois, mais on en discutera, nous pouvons peut-être convenir. Le problème rebondit cependant dans l'hypothèse de proposition qui, sans adopter l'une ou l'autre de ces deux optiques, péremptoire ou rhétorique, s'avère scientifiquement mal fondée. Cette hypothèse n'est pas virtuelle, tout particulièrement dans le champ du droit, elle peut parfois se concrétiser. Pourquoi? Parce que raisonner en juriste n'équivaut pas à œuvrer en scientifique, en chercheur ou en savant dans le champ de la connaissance juridique. Or, sur le registre doctrinal, il arrive que les écrits relèvent de la première perspective, tout en ignorant peu ou prou la seconde. Le hiatus tient à ce qui sépare souci de justification et quête de vérité. D'un avocat qui plaide devant une juridiction, on n'attend pas qu'il produise une connaissance, à plus forte raison d'ordre scientifique. En revanche, c'est ce que l'on devrait, me semble-t-il, attendre de publications doctrinales. L'on touche ici à un point sensible qu'attise la conjonction de plusieurs tendances. Première tendance, les écrits doctrinaux ne sont pas tous, loin s'en faut, des publications émanant de chercheurs ou, disons, guidés par un souci de production de la connaissance. Deuxième tendance, toutes les revues juridiques, aussi prestigieuses soient-elles, et je réserve évidemment le cas de la revue interdisciplinaire d'études juridiques, ne disposent pas d'un authentique dispositif d'évaluation scientifique des articles qui leur sont soumis. Troisième tendance, les universitaires en droit ainsi que les doctorants en droit ne sont pas toujours initiés de manière suffisamment solide et sérieuse à la méthodologie comme à l'épistémologie, ce qui n'est pas sans lien avec la place réservée à l'interdisciplinarité, et sachant que les pratiques se révèlent fort variables d'une université à l'autre, surtout à l'échelle internationale. Les raisons, à la fois bonnes et mauvaises, sont multiples, mais l'on observe ici ou là un glissement conduisant incidemment à substituer l'attente d'une analyse juridique de qualité à l'exigence d'une recherche scientifique, laquelle implique pourtant des critères propres et irréductibles à ceux de la première. Il en résulte un changement potentiel, mais elle est bien perceptible, je crois, dans la nature des travaux donnant lieu à publication, ainsi que dans les thèses de doctorat, pour lesquels les candidats en France, on en parlait tout à l'heure, sont donc de plus en plus rares les carrières universitaires ayant perdu de leur attractivité. C'est une parenthèse, mais il me fallait la placer. Alors, quid de la posture de chercheur? S'il existe à l'heure actuelle un péril dans la connaissance juridique, eu égard à la quête de vérité, et principalement sur le registre doctrinal, celui-ci réside dans une forme d'éloignement, délibéré ou non, des conditions que requiert la posture de chercheur. Les garanties d'ordre institutionnel pourraient bien s'avérer globalement en deçà de ce qu'elles sont en d'autres disciplines. Ce problème, car c'en est un, débouche sur une série d'implications potentielles que ne déjoue que partiellement l'attitude de celles et ceux qui entendent s'inscrire dans une optique de recherche et en accepter les exigences. Première implication,
Les travaux qui ne s'inscrivent pas dans cette perspective n'ont que peu de chances de satisfaire aux conditions visant à en garantir la scientificité avec toutes sortes d'écueils concrets, circularité ou taux fondement de l'analyse, assise fragile, insuffisante prise en compte des recherches portant directement ou non sur le sujet, appréciation inadéquate des modèles ou paradigmes s'y rapportant, etc. Deuxième implication, les écrits correspondants ne reposent pas sur une construction de la pensée déjouant les obstacles épistémologiques, tournée vers leur possible réfutation et soucieuse, le cas échéant, d'en tirer conséquence. Troisième implication, l'écueil que nous mettons en exergue explique dans une large mesure le rejet, lorsqu'il ne s'agit pas d'une franche hostilité, de la recherche, et plus encore de l'idée de recherche collective de la part de certains juristes universitaires, tandis que d'autres, heureusement, font un choix différent. Enfin, quatrième implication, à la jonction des précédentes, les travaux en cause poursuivent une finalité qui peut s'avérer étrangère à l'horizon d'une contribution de la connaissance. Quelle que soit l'importance de ce péril, ainsi que du risque qu'il comporte, l'on sera enclin à voir dans cet éloignement de la posture de chercheur l'un des défis majeurs de la connaissance en droit, pour peu que l'idée de vérité ait vocation à y trouver place et à faire sens, bien sûr. Ce qui importe, c'est d'appréhender ce défi de façon globale. Car à bien y regarder, ce n'est que de manière incidente, latérale, qu'il s'est cristallisé dans l'espace public, tout particulièrement au cours de ces dernières années. Je songe d'abord à la question déontologique que peut poser le cumul de l'activité universitaire et de l'activité d'avocat dans le cas précis où le discours présenté comme savant procède d'une prestation rémunérée, une consultation par exemple, et orientée quant aux conclusions attendues à ce titre. Ce phénomène reste difficile à mesurer, mais il ne signale pas moins le biais que peut induire, pour la connaissance juridique et l'idée de vérité, le risque de conflit d'intérêts parmi d'autres travers possibles. Chacun conviendra, en tout cas, qu'une analyse doctrinale digne de ce nom ne saurait constituer une marchandise que l'on pourrait acquérir moyennant contrepartie financière aux fins de servir ses propres intérêts. Dans la période récente, c'est une controverse d'une toute autre nature qui a surgi en France, sachant qu'elle ne concernait pas spécifiquement les juristes universitaires. Je parle là des critiques consistant à dénoncer une contamination de la recherche par le militantisme. Laissons de côté la polémique qu'enclenchèrent en février 2021 les propos de la ministre française de la recherche et de l'enseignement supérieur, donnant crédit à une menace islamo-gauchiste au sein des universités françaises, d'autant qu'elle estimera quelques mois plus tard, en octobre 2021, que le prétendu problème est désormais réglé, sous-entendu, grâce à cette polémique. Parfois, il suffit d'en parler. Tout à fait. Il fallait crever l'abcès. Ouais. Cette même dénonciation fit cependant l'objet d'une publication en mai 2021 de la sociologue Nathalie Heinisch, spécialiste de l'art, sous le titre « Ce que le militantisme fait à la recherche », dans lequel elle stigmatise, je cite, ces détournements de la pensée, ces perversions intellectuelles découlant de la priorité donnée au renforcement des convictions et au recrutement de nouveaux adeptes, qui relèvent de la logique des partis, des religions, voire des sectes, mais pas de la connaissance et de la compréhension du réel que vise ou doit viser l'activité scientifique. Le militantisme, assène-t-elle, subordonne la mission épistémique à la mission politique. Il rabaisse la science au rang d'idéologie. Fustigeant la mise en avant de la subjectivité comme critère de la vérité, ce qu'elle déplore, c'est en particulier la méconnaissance, l'oubli, voire le rejet de la neutralité axiologique. Alors, en dépit des éclairages dont Nathalie Heinisch l'accompagne, cette dernière référence apparaît, me semble-t-il, comme une réhabilitation des préceptes défendus jadis par le cercle de Vienne auquel je faisais référence tout à l'heure, à l'appui d'une conception de la science que pourtant l'épistémologie contemporaine a largement ébranlée en remettant en cause la figure du scientifique supposé neutre, parfaitement extérieur par rapport à l'objet ou au sujet de son analyse, enfermé dans une approche purement descriptive et s'abstenant de tout jugement axiologique. Du reste, la connaissance en droit fait place à coup sûr à des choix axiologiques et donne lieu notamment sur le registre doctrinal à l'expression d'opinions qui peuvent être d'ordre critique ou même de lege ferenda, en portant alors sur ce qui devrait être. Il faudrait être totalement extérieur à la connaissance juridique et pour ainsi dire n'en rien connaître pour le nier. Droit et politique entretiennent depuis toujours
des rapports intimes, et l'idéologie n'y est pas absente. Est-ce à dire qu'il n'y aurait point dans ce champ du savoir de frontière entre connaissance et militantisme? D'aucune façon. Tout est affaire de rigueur, de méthode, d'honnêteté intellectuelle, de solidité, surtout d'approfondissement, d'analyse, bref, de ce qui caractérise la quête de vérité que j'évoquais tout à l'heure. C'est lorsque ces exigences sont méconnues, tout particulièrement, je le redis, en terrain doctrinal, que le problème se pose, avec comme conséquence le discrédit non pas de la communauté savante, mais, le cas échéant, de l'auteur concerné, au moins dans certaines sphères. De ce point de vue, le problème n'est pas forcément très différent de la question déontologique que j'évoquais tout à l'heure. Il n'est fort heureusement pas interdit aux chercheurs en droit, et en particulier aux juristes universitaires, de penser. C'est dire que les termes de ce débat sur le militantisme dans la recherche ont été mal posés sous l'angle de la connaissance juridique. Si défi il y a ici, celui-ci tient aux conditions d'une connaissance inspirée, en se préservant évidemment de toute illusion, par une quête de vérité, fût-elle intersubjective. Alors y a-t-il un autre défi que l'on pourrait nommer défi de la post-vérité? De quoi la post-vérité est-elle le nom, tout d'abord? À peine le mot est-il prononcé que d'autres interrogations surgissent. Comment entendre cette expression, dont l'usage apparaît aussi abondant que controversé? À quoi succède-t-elle exactement, cette post-vérité? Pour m'en tenir à ce que je crois utile à notre réflexion sur le sujet de la connaissance, et plus particulièrement de la connaissance juridique, je partirai de l'idée développée par Mathias Girel, selon laquelle la post-vérité constitue l'expression d'une inquiétude, ou en tout cas apparaît dans des énoncés exprimant une inquiétude. Elle laisse poindre un rapport distancié à la réalité, tout en suggérant un rapport nouveau à la vérité sur le mode du rejet ou du mépris. Aussi, la post-vérité peut-elle signifier qu'il n'y a plus de vérité, ce qui traduit un refus de toute vérité objective, ou traduire, ce qui constitue une alternative, une indifférence à l'égard de la vérité, à moins d'y voir une forme d'avènement de la confusion conduisant à une paralysie entre des récits contradictoires. Nul n'ignore l'instrumentalisation dont la post-vérité peut faire l'objet, que l'expression a pu être mobilisée à des fins de propagande, en vue de disqualifier des positions ou discours alternatifs et d'asseoir la domination d'une thèse officielle. Si la prudence doit, pour cette raison précise, être de mise, cet usage de la notion n'en discrédite pas forcément la pertinence. Au fond, la figure de la post-vérité requiert, chez celui ou celle qui la convoque, de se demander si quelque chose a effectivement changé ou est en train de changer dans le rapport à la vérité, que l'on y voit ou non un héritage des critiques dont la vérité a fait l'objet par le passé, notamment au travers de la perspective relativiste. Un constat de cette nature peut-il être fait, s'agissant de la connaissance juridique? À première vue, ce n'est pas évident, notamment parce que, pour m'en tenir à ce prisme, l'on ne repère pas immédiatement au sujet de cette connaissance des désaccords irréductibles tenant, le cas échéant, à des positions ou pratiques sociales différenciées. Et à y regarder de plus près, cependant, pour peu que l'on relie la question de la post-vérité à celle de l'insignifiance ou de la perte de sens, de possibles manifestations de cette hypothèse se font jour. La première que je mentionnerai concerne la connaissance du droit à l'ère numérique. On sait que la révolution numérique entraîne des bouleversements profonds sur nos modes de vie, de travail, nos pratiques, et ainsi que sur nos systèmes économiques et sur notre vie démocratique. Et que l'une des transformations qu'elle opère se traduit par une masse aussi vertigineuse qu'inédite d'informations, plaçant de manière relativement indifférenciée et sans filtre des points de vue concurrents. Ce constat est l'un de ceux qui a présidé à la réflexion menée en France sous l'égide de Gérald Bronner et qui a donné lieu au rapport intitulé « Les Lumières à l'ère numérique » remis au président Emmanuel Macron en janvier 2022. Entre la disponibilité des fausses informations sur Internet et la polarisation des réseaux sociaux, c'est la possibilité même d'un espace de savoir et de débat commun qui est menacée, y dit-on. Et j'observe que parmi les recommandations
qui sont d'ailleurs précédées de l'affirmation selon laquelle la désinformation est un phénomène en grande partie licite et relève de la protection de la liberté d'expression au sein de deux démocraties. Donc, parmi les recommandations, le rapport suggère de donner, via les logiques algorithmiques, plus d'influence à la compétence en mettant en avant les comptes d'experts et en amplifiant leur contenu lorsqu'ils portent sur un sujet relatif à leur expertise, et de veiller à ce que, sur certains sujets, le classement algorithmique n'induise pas en erreur le public sur l'état réel des connaissances. Ces préoccupations et recommandations ont-elles une résonance s'agissant de la connaissance juridique? Sans aucun doute. Que ce soit sur des sujets sensibles ou non, il arrive que surgissent, tout particulièrement sur les réseaux sociaux, des informations que l'on peut, sauf à céder à un relativisme radical tant à l'égard de la vérité qu'au regard du droit, qualifier de fausses. C'est, je le sais bien, l'ambition des surligneurs que de les détecter, encore faut-il se préserver de l'inclination à soumettre les discours en et ou sur le droit à la dichotomie vrai-faux, au risque de faire disparaître la discutabilité du droit, son interprétabilité, quand bien même on ne tiendrait pas la discutabilité ou l'interprétabilité comme radicale. Il n'empêche, des propos erronés circulent ici ou là, livrant une présentation fallacieuse, en ce sens qu'elle ne serait a priori pas admissible au sein de la communauté savante, par exemple, sur tel ou tel point du droit positif, sur telle ou telle décision de justice ou texte législatif. Souvent, le hiatus provient d'un manque de compétences. Faut-il y voir le signe que la connaissance juridique serait dès lors entrée dans l'ère de la post-vérité? Une telle appréciation me semblerait aussi hâtive qu'excessive, d'autant que rien ne permet la plupart du temps de déceler des prétentions de vérité irréconciliables à la faveur d'un échange argumenté. L'hypothèse d'une post-vérité invite néanmoins, me semble-t-il, à se demander ce que produit l'invisibilité du point de vue des chercheurs en droit et des espaces de discussion dans lesquels se confrontent les points de vue. Il y a certainement là un enjeu majeur, aujourd'hui, auquel la perspective de la science ouverte apporte une solution appropriée, sous réserve que celles et ceux qui œuvrent à la recherche juridique non seulement jouent le jeu, mais soient en mesure de le jouer. Mais le spectre de la post-vérité ne concerne pas seulement les chercheurs, bien qu'ils ne se placent pas sous cette bannière, les pouvoirs publics me semblent également interpellés. Leur mode d'action passe à cet égard par une réactualisation du souci, certes ancien, de rendre le droit accessible. Et les moyens mobilisés à ce titre n'ont cessé de se diversifier au cours des toutes dernières années, jusqu'à voir se multiplier, pour prendre l'exemple du droit du travail français, des questions-réponses rédigées par la Direction générale du travail, autrement dit le ministère du Travail. Et c'est cette même préoccupation qui a présidé à l'élaboration, sous l'égide de ce ministère, d'un code du travail numérique. D'un code du travail numérique qui a été instauré par la réforme initiée par les ordonnances Macron du 22 septembre 2017. Dans sa version actuelle, le texte prévoit qu'il s'agit d'un dispositif permettant, en réponse à une demande soit d'un salarié, soit d'un employeur, de favoriser l'accès gratuit aux dispositions législatives, réglementaires, ainsi qu'aux stipulations conventionnelles. Ce code du travail numérique est dans une large mesure composé de questions-réponses, mais il intègre aussi une boîte à outils ouvrant sur des réponses personnalisées en fonction des situations, notamment pour estimer des droits, calculer des indemnités. Nous sommes là, j'en conviens sans peine, sur le registre de l'information sur le droit applicable, plus que sur celui de la connaissance, mais la frontière entre l'un et l'autre apparaît ténue, d'autant que la loi entend conférer un effet juridique à ce mode d'accès. Elle précise que l'employeur ou le salarié qui va se prévaloir des informations obtenues au moyen de ce code du travail numérique sera, en cas de litige, présumé de bonne foi. Alors, la portée de cette disposition se discute. On peut néanmoins l'analyser comme une incitation à privilégier ce mode d'accès à l'information plutôt qu'un autre. Les objectifs poursuivis ici se révèlent en réalité multiples, ambivalents, mais il s'agit bien de garantir la fiabilité des informations dans un contexte de surabondance de données incomplètes ou erronées, sans parler de l'obsolescence d'une partie de celles qui figurent sur la toile. Est-ce qu'il s'agit d'une tentative de reprise en main de ces informations par les pouvoirs publics? À mon avis, non.
D'autant que le contenu de ce code du travail numérique s'abstient autant que possible d'aborder les aspects controversables et ou nourrissant des discussions interprétatives. Mais inévitablement, il peut y échapper en proposant ici ou là des informations qui forcément s'adossent à l'interprétation que le ministère donne des dispositions ou stipulations en cause. Je n'y vois aucune raison d'alimenter un soupçon de tentative d'imposer une vérité officielle. En revanche, il est bien possible d'y déceler le souci, à mon avis salutaire, de lutter à l'ère numérique contre la possible désagrégation des sources fiables ou, pour user d'un oxymore, contre les fausses vérités. Et plus fondamentalement, point d'interrogation, est-ce que l'hypothèse de la post-vérité est susceptible de gagner des dimensions plus substantielles de la connaissance du droit? Là, on accède évidemment à un autre niveau de difficulté. Que serait donc fondamentalement une connaissance juridique en prise avec ou à l'ère de la post-vérité? Me reviennent à l'esprit les réflexions que le metteur en scène Olivier Py, lors de la dernière édition du Festival d'Avignon, qui avait pour thème « Les récits vrais », livré à l'occasion d'une des rencontres qui avait été organisée. Son idée initiale était de travailler et de retenir le thème du vrai et du faux, mais, expliquait-il, son choix s'est progressivement porté sur la question des récits, dans la mesure où elle recouvrait les catégories qu'il avait à l'esprit. Pourquoi cette question des récits vrais qu'avaient abordé en leur temps Michel Foucault, Paul Ricoeur? Parce que, dit Olivier Py, il se disait frappé par ce fait, d'après lui tout à fait nouveau, permettant de faire du mensonge un argument politique. Je cite, « Un roi dit un mensonge. Tout le monde sait plus ou moins que c'est un mensonge, mais ce mensonge provoque un état de fait qui, lui, n'est pas un mensonge. » Si la question de la post-vérité fait sens, du moins à mes yeux, c'est avant tout au travers de cette perception, qui est celle d'un changement réel, pour ne pas dire profond, dans le rapport à la vérité dans nos sociétés. À comprendre ainsi la post-vérité, notre réflexion peut avancer d'un nouveau pas. Pour ce faire, il faut d'abord se représenter ce que serait un droit, disons, de post-vérité. À plus forte raison, si l'on admet qu'à sa manière, le droit campe, dans chaque civilisation et à chaque époque, un régime de vérité. Un régime de vérité en interrelation étroite avec d'autres, à l'instar de la philosophie, de la science, de la religion, pour reprendre les catégories qu'envisage Vincent Citeaux dans son Histoire mondiale de la philosophie, même s'il sous-estime, à mon avis, le rôle que peut endosser à cet égard le juridique, le droit. Sans doute notre modèle de civilisation a-t-il rompu avec les vérités révélées, encore que ce constat n'est rien d'universel et ne soit pas généralisable, tant s'en faut. Mais cette rupture constitue justement un facteur susceptible de favoriser, si l'on y prend garde, un système juridique susceptible d'instituer un régime de vérité prenant à rebours les modèles concurrents ou un régime antérieur et en inscrivant le mensonge en son cœur, par exemple en rompant frontalement avec certaines valeurs ou conceptions de l'être humain. Serait-ce là une hypothèse virtuelle? Si on la tient au contraire pour plausible, celle d'une connaissance juridique cédant à la post-vérité le devient également. Ce passage procède non pas simplement de la porosité à géométrie variable entre discours du droit et discours sur le droit, mais aussi et surtout de la question des récits, de ceux-là même qui fondent le droit, le cas échéant en façonnant ses représentations, ses dogmes, ses mythes. Contribuer à ces récits participe sans nul doute de la responsabilité des juristes et plus particulièrement des sachants en droit, bien que ceux-ci ne jouissent à ce titre d'aucun monopole. Qu'adviendrait-il si des récits faux, au sens que j'évoquais tout à l'heure, étaient élaborés au nom du savoir juridique? Peut-être cela conduirait-il, pour reprendre le titre d'un ouvrage d'Olivier Jouan-Jean, à justifier l'injustifiable. C'est bien alors la connaissance juridique qui entrerait à son tour dans l'ère de la postmodernité. Sans en y voir les signes, il apparaît symptomatique que récemment des philosophes du droit aient, parfois au départ d'un sentiment d'inquiétude, ressenti la nécessité d'en revenir à des questionnements premiers.
À quoi sert le droit? François Host. Quel est le sens du droit? Manuel Acienza. Il est non moins révélateur de voir se développer des réflexions sur l'avenir du droit ou de tel ou tel segment du droit, en tentant d'imaginer les récits de demain, et ce, depuis le champ de la connaissance en droit. La perte de sens ravive la question du sens en même temps que celle de l'utopie. Elle rend également crédible la crainte des dystopies. Et c'est ce qui explique que nous soyons enclins à imaginer des scénarios du pire comme du meilleur à propos du droit lui-même. Et c'est à la lumière de ces projections, dans nos cultures juridiques en tout cas, que l'hypothèse d'une post-vérité, en droit, mais aussi, on l'aura compris, sur le registre de la connaissance du droit, de la connaissance juridique, surgit en réveillant forcément les fantômes du passé, en nous ramenant à Kafka. Fiction aujourd'hui, cette vérité le restera-t-elle demain? Qui peut le dire? C'est la question que je laisse évidemment en suspens avant de conclure. Mon propos a débuté par Kafka, il s'achèvera avec Shakespeare. C'est à la scène 6 de l'acte 2 de Henri VI que je songe, celle qui intervient à l'aube de la guerre des deux roses. Personne n'ose-t-il rendre témoignage à la vérité? Demande Plantagenet. C'est une réponse empreinte de scepticisme qu'apporte Warwick s'agissant d'une question de droit. De deux faucons, lequel vole le plus haut? De deux chiens, lequel a le plus fort aboiement? De deux lames, laquelle a la meilleure trempe? De deux chevaux, lequel se manie le mieux? De deux filles, laquelle a la plus éminente œillade? J'ai peut-être assez de jugement pour décider de tout cela, mais dans ces subtiles et fines arguties de la loi, ma foi, je n'en sais pas plus qu'une buse. C'est là une dérobade aux yeux de Plantagenet qui réplique: la vérité est si visiblement nue de mon côté qu'un myope la reconnaîtrait. À son tour, Somerset renchérit: et de mon côté, elle est si bien démontrée, si claire, si éclatante, si évidente, qu'elle resplendirait même aux yeux d'un aveugle. Même sentiment d'évidence, mais au soutien d'une vérité radicalement opposée. Alors quelle vérité, dans ces conditions, reconnaître? Les protagonistes de convenir d'une issue, la seule qui leur semble envisageable. S'imposera la vérité la plus largement partagée. Les uns cueilleront une rose blanche, les autres une rose rouge. Du plus grand nombre se dégagera, certes, une vérité, mais une vérité fragile, car bien mal fondée dans un royaume désormais déchiré. Et je m'aperçois que ma conclusion était à peu près aussi désabusée que le début de mon propos. Je vous remercie.